Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle web émission de la Ligue des auteurs professionnels dédiée à l'exploitation numérique et aux droits des auteurs. Donc, nous allons parler pendant 1 heure de contrats d'édition numérique, de webtoon, blockchain, Bitcoin et NFT, bref, de tous ces buzzwords qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent être encore un peu troubles, un peu flous pour beaucoup d'entre nous. Le sujet est très vaste, mais nous essaierons de faire le tour de la question pour partager ce qu'il y a à savoir aujourd'hui sur la création, la rémunération et la diffusion des œuvres sur les écrans aujourd'hui. Donc, moi, je suis Thomas Fouchot, je suis auteur et trésorier de la Ligue des auteurs professionnels et je suis accompagné aujourd'hui de 3 experts pour nous éclairer sur ces sujets. Donc, Jocelyn, tu es auteur, scénariste et producteur de webtoon. Donc, ton champ de création est principalement orienté vers le numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai commencé à travailler dans le webtoon depuis 2 ans sur une série en création originale avec la plateforme Naver Webtoon qui est actuellement leader sur le marché français. Ce qui m'a permis de découvrir donc ce monde de la publication digitale pour les créations de bandes dessinées digitales natives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a tout un système où il n'y a pas de vente. En fait, il n'y a pas de vente de livres. Il n'y a pas de livres. Il n'y a pas d'existence papier au début de l'existence de nos séries. L'approche des droits d'auteur est complètement différente. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets assez intéressants vu que j'ai été auteur scénariste dans la bande dessinée avant, donc ça me permet de comparer. Voilà. D'accord, on va pouvoir faire un peu les comparaisons et voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait aujourd'hui avec la nouvelle réalité qu'on a avec le numérique. Nous avons également avec nous Vincent Caro. Donc, Bon, Vincent, tu es lecteur de BD et crypto-enthousiaste. on va Est-ce que dire tu ça. peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, lecteur de BD, je pense que tout le monde comprend. J'ai toujours aimé lire des bandes dessinées. Enfin, je lis aussi des livres, mais j'ai ma préférence pour la bande dessinée. Et puis, pour ce qui est crypto-enthousiaste, eh bien, je suis tombé dedans en 2021. Et j'ai découvert les NFT en février 2021. Et depuis, j'apprends un petit peu tous les jours. Je collectionne, je trade. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu. Aussi, j'aimerais bien lier la bande dessinée avec le Web 3.0 et toutes les évolutions qui arrivent en ce moment. Super, on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, nous avons Denis Goulette, juriste spécialiste de la propriété intellectuelle et particulièrement du droit des auteurs. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'intéresse dans ce champ de l'exploitation numérique? Alors, bonjour. Ce qui est intéressant dans l'approche du droit d'auteur, c'est qu'il ne cesse d'être chamboulé par le numérique depuis presque 30 ans maintenant. C'est-à-dire, quand je faisais mes études en 2002, je me souviens qu'on avait déjà des manuels révolutionnaires qui s'appelaient le droit d'auteur et numérique ou le droit du numérique. Il y a tout un tas de masters qui sont spécialisés en droit du numérique. Et en fait, ça ne cesse de changer. Et le numérique qu'il y a 20 ou 30 ans n'a strictement rien à voir avec le numérique qu'on a aujourd'hui. Donc, on a un champ d'investigation qui oblige à une remise en cause un peu perpétuelle des concepts ou en tout cas des certitudes qui sont acquises, qui est très stimulante intellectuellement et puis même, je pense, en termes d'opportunités artistiques. Et voilà, et donc je vais plus spécifiquement, parce que c'est la Ligue des auteurs professionnels qui propose ce live. On peut rappeler que c'est seulement depuis 2004 que les auteurs du livre ont des dispositions juridiques protectrices qui viennent appréhender la question de l'édition numérique. Ça, on pourra éventuellement peut-être y revenir, parce que il y a peut-être des questions qui se posent. Je trouve que c'est très intéressant ce que Jocelyn nous dit. J'espère que Jocelyn, tu auras la possibilité de nous donner justement ton feedback qui doit être extrêmement intéressant d'un auteur, entre guillemets, de l'édition imprimée qui arrive à une édition native. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est des choses pour lesquelles même moi, je serais très intéressant d'avoir ce retour parce qu'il n'est pas forcément encore extrêmement fréquent. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec un premier retour en fait, sur l'expansion et la création de ce secteur de la création numérique. Donc moi, en tant que trésorier de la Ligue des auteurs pro, je vois souvent passer des questions, des remarques, des interrogations de nos adhérents par rapport à l'exploitation de leurs œuvres, notamment beaucoup de questions sur la différence entre leurs droits d'auteur, entre des livres papier et des livres numériques. C'est des questions qui pouvaient sembler assez, bah, finalement pas très importantes il y a quelques années, mais en fait aujourd'hui, ça fait une vraie différence, notamment sur les relevés de compte à la fin parce que ce domaine d'exploitation numérique a vraiment explosé. Si on regarde les chiffres du SNE, on voit qu'en 2020, le livre numérique, c'est 10% du chiffre d'affaires des maisons de l'édition. Donc, c'est quelque chose qui est assez massif. Et surtout, c'est une grosse croissance par rapport aux années précédentes, où entre 2019 et 2020, il y a une croissance d'environ 15%. Et donc, cette croissance-là, on peut penser que ça va continuer. Ça va devenir un sujet de plus en plus important. Donc, notamment, comment est-ce qu'on peut aider les auteurs à négocier au mieux leur contrat d'exploitation numérique? Comment est-ce qu'on peut dissocier à chaque fois le numérique du papier? Et puis ensuite, comment protéger les œuvres? Donc, c'est tout un ensemble de questionnements qui se structurent, qui apparaît, et sur lesquels il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et le premier point d'interrogation, d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Si on regarde un peu dans le rétroviseur, on peut voir que l'édition numérique, ça existe en fait depuis assez longtemps. Déjà dans les années 70-80, il y avait des premiers essais de livres numériques, le texte sur un support numérique. Mais bon, ça restait à un niveau assez basique à l'époque. Et de ce que j'ai pu trouver en faisant 2-3 recherches, j'ai vu que ça fait surtout une vingtaine d'années aujourd'hui qu'on a le livre numérique ou l'e-book en tant que tel qui existe, donc sur un support dédié qui permet de lire ces ouvrages-là avec un certain confort. Et ce qui a vraiment démocratisé le livre numérique, c'est apparemment l'apparition du Kindle en 2007, donc avec aussi des offres d'Amazon qui permettent d'acheter, de vendre des e-books plus facilement avec le support qui est dédié. Et par la suite, nous avons eu d'autres acteurs qui sont arrivés, que ce soit à la FNAC avec la Kobo ou toutes sortes d'autres tablettes de plus en plus perfectionnées. Et donc voilà, ça a fait boule de neige et aujourd'hui, on se trouve avec un secteur en pleine expansion. Et on peut voir aussi sur le côté de la gestion des droits qu'il y a eu quand même pas mal de choses. J'ai pu retrouver par exemple en 2011 qu'il y a eu des négociations autour des droits d'exploitation numérique entre le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains, donc qui permettait déjà de cadrer un peu les choses juridiquement et de notamment mettre quelques dispositions particulières dans les contrats. Donc, mais c'est toujours moi, quelque chose qui me paraît encore assez, assez difficile à mesurer. Enfin, la différence d'ouvrage, on peut voir directement la place que prend un titre dans une librairie ou sur une étagère. Avec un bouquin numérique, c'est beaucoup plus compliqué. J'avoue que moi, en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui me paraît encore assez lointain. C'est vrai que quand je raisonne création, quand je raisonne écriture, j'ai quand même plus tendance à me représenter le produit imprimé plutôt que le produit sur une tablette. Et par rapport à ça, l'une de mes questions à vous poser, c'est comment est-ce que vous avez vécu cette apparition de l'œuvre numérique dans nos vies? Est-ce que vous êtes des gros consommateurs de ces œuvres-là ou qu'est-ce qui vous interpelle dans cette progression du numérique? Donc, je vais peut-être poser d'abord la question à Vincent. Oui, pas de problème. Moi, en découvrant les crypto-monnaies en 2021, j'ai appris ce que c'était l'évolution d'Internet, le Web 1, le Web 2.0 et ensuite maintenant ce qu'on vit avec le Web 3.0. Mais c'est assez significatif de ce que j'ai vécu moi, parce que moi j'avais, je sais pas, une dizaine d'années quand Internet est apparu. Donc j'ai vraiment vécu en plein dans l'évolution de ce que c'est que le numérique. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir tout ça directement. Donc le web, pour vous définir ça simplement, le web 1.0, on pouvait lire des données, on pouvait consulter des informations. Le web 2.0, dans lequel nous sommes à peu près tous aujourd'hui, c'est
une évolution, on peut lire, mais aussi écrire, on peut interagir avec ceux qui communiquent à travers le même réseau que nous, quoi. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le Web 3.0. C'est qu'on a, en plus des deux premières notions, la notion d'appartenance et de propriété qui vient s'ajouter. C'est-à-dire qu'on est propriétaire ce coup-ci d'œuvres numériques, par exemple, ou de NFT. Moi, j'avais du mal personnellement. Je consommais très peu de bandes dessinées sur Internet. J'ai, comme toi, Thomas, tendance à bien aimer le support papier. J'aime bien avoir mes œuvres chez moi, à portée de main, pour pouvoir lire une page. J'avais un petit peu de mal avec le numérique, même si je m'en suis servi à des moments quand même, notamment quand j'étais pas chez moi. Ça a quand même beaucoup d'avantages, notamment pour se renseigner aussi sur les sorties. On est tous tombés dedans, et surtout aussi pour le marché secondaire. Moi, ça me permet d'avoir des bandes dessinées d'occasion, d'avoir des œuvres que j'ai pas eu l'occasion d'avoir en magasin. Je les obtiens grâce à Internet et au Web 2.0. Mais aujourd'hui, je suis plutôt fan des œuvres numériques, c'est-à-dire que j'accède à une propriété numérique en achetant ce qu'on appelle des NFT. Et c'est une évolution qui est toute neuve, quoi. Ça date de 2020 à peu près. On est en 2022, c'est encore un secteur où il y a beaucoup de choses, où il y a tout à faire. Internet est déjà un Far West, mais le Web 3.0 l'est aussi. Et de ton côté, Jocelyn, oui. Donc toi, c'est encore différent parce que toi, tu es non seulement consommateur, mais aussi créateur d'œuvres qui sont par nature aujourd'hui sur le numérique. Comment est-ce que tu es tombé dedans au départ? Alors, en tant que consommateur, j'ai commencé à lire de la BD numérique et à en acheter quand je vivais à l'étranger. J'ai vécu pendant 7 ans en Inde et en fait, j'avais pas vraiment le choix pour pouvoir avoir accès notamment au catalogue français en fait, qui n'était pas accessible facilement là où je vivais. Et donc, heureusement, il y avait des solutions. Je me suis souvent d'ailleurs posé la question par rapport aux droits des collègues, parce que j'achetais les BD de certains collègues, bien sûr. Sinon, d'un point de vue professionnel, j'ai commencé à travailler en tant que scénariste dans le webtoon depuis 2 ans. Ça s'est fait suite à une rencontre avec l'équipe de Naver France qui cherchait des auteurs pour développer leur catalogue de création originale en France. Parce qu'ils ouvraient leur service sur le marché français, ils souhaitaient développer un pool de créateurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas loin d'une soixantaine de créateurs de séries originales françaises. Et tout ça, du Voilà. coup, en support natif numérique. Voilà, le webtoon, la particularité du webtoon, c'est qu'il n'y a pas de livre du tout. C'est-à-dire que tu crées une série 100% digitale pour être diffusée en digital de manière gratuite. Donc, les gens ont accès à ta série gratuitement. Il y a des rythmes de publication. Tes séries sont divisées en chapitres qui sont publiés chaque semaine. Donc, ça nécessite une production constante avec une manière d'écrire adaptée, qui rejoint un petit peu la manière d'écrire de la bande dessinée des années 70, qui était publiée dans les journaux, ou plus récemment, une collègue scénariste de webtoon évoquait les romans de la fin du 19e siècle, les romans qui étaient publiés de la même manière dans les journaux à l'époque. Voilà. Pour l'aspect, il y a une possibilité d'avoir des accès premium avec des microtransactions, que j'expliquerai un petit peu plus tard. Mais voilà, globalement, on n'a pas du tout cette relation papier, mais plus la relation à raconter une histoire et emporter nos fans avec cette histoire chaque semaine, interagir avec les fans. L'interaction est complètement différente. Donc, voilà, il y a vraiment des nouveaux usages de consommation aussi qui sont du coup apparus. Donc, on a à la fois on va dire la technologie qui nous a permis d'avoir ces nouveaux supports, donc l'apparition des smartphones, des tablettes et autres. Et on a pu, donc du coup, au lieu de juste, je dirais, scanner des planches de BD, les mettre sur les smartphones pour les lire de manière assez dégradée,
On a donc cette offre de Webtoon qui a été créée pour s'adapter au mieux à cette volonté de consommer sur le support numérique, si je comprends bien. Oui, alors en fait, historiquement, les premiers Webtoons remontent à 2003. D'ailleurs, c'est au cours d'Angoulême, du Festival international de la BD d'Angoulême en 2003, la Corée était invitée d'honneur cette année-là et ils présentaient leur première bande dessinée digitale, enfin 100% digitale, qui s'appelait le Webtoon déjà, sur des téléphones à clapet, puisqu'à l'époque les téléphones étaient comme ça, donc des tout petits écrans. Je me rappelle, cette année-là, j'avais vu leur expo, il y avait une expo à ce sujet à Angoulême, et bon, c'était pas vraiment convaincant, hein, je dois avouer. Mais voilà, un an plus tard, la plateforme Naver Webtoon voyait le jour en Corée. Et il aura fallu attendre 2007, comme l'apparition des Kindle, bah, la même année, il y a eu les premiers smartphones. C'est à partir de ce moment-là où ce type de contenu est devenu facile d'accès sur sur les téléphones. On sait qu'en Asie, ils ont toujours eu beaucoup d'avance sur l'utilisation des nouvelles technologies, notamment en Corée et au Japon. Et donc, la consommation de ces contenus s'est faite assez naturellement là-bas et a construit une base, enfin un catalogue gigantesque en fait de contenus qu'aujourd'hui on intègre en France et en Europe. Ils se sont ouverts sur le marché international en 2014 avec leur plateforme, en tout cas Naver Webtoon s'est ouvert en 2014 sur le marché international avec la version anglaise de leur plateforme, parce qu'au départ c'était que coréen. Et 2015-2016 avec le Japon et la Chine. Et depuis 2019, la version française est disponible, ainsi que la version espagnole. Enfin, maintenant, ils sont disponibles en une dizaine de langues. Il faut savoir que tous les mois, là, les derniers chiffres de février, ils annonçaient 80 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc des gens qui viennent tous les jours lire leur série. Donc un épisode se lit en 5 minutes. Tout ce trafic à l'international, ça représente un peu plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires mensuel, tout confondu. Il y a plus d'1 million de séries, à la fois originales et Canvas, qui est une sorte de plateforme, on va dire, c'est assez proche du principe blog BD, où les gens vont mettre en ligne leur contenu de manière gratuite, hein, essayer de développer leur audience, se faire connaître, faire une expérience, un peu ce que nous, on a fait quand on faisait du fanzine. Moi, je suis passé par la case fanzine, jeune auteur. Donc, je retrouve un petit peu cette alchimie quand je rencontre des jeunes auteurs qui font du canvas. Et il y a des programmes de fidélité qui permettent à ces jeunes auteurs d'avoir un petit peu de revenus ils atteignent un seuil d'abonnés, le nombre de likes par un chapitre, etc. Donc, il y a toujours, faut bien comprendre que cette industrie vient du monde de la tech, de gens dont le métier, c'est de générer du trafic sur des plateformes pour pouvoir exploiter ensuite des données, puisque en fait, quand c'est gratuit, on donne nos données, en fait. Donc, les gens ont accès gratuitement à des contenus, mais en échange de leurs données. Et après, ces plateformes utilisent ces données. Alors après, tout n'est pas gratuit. Il y a des systèmes. Il y a certaines plateformes, maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui existent avec des modèles économiques différents. Certaines plateformes qui vendent à l'épisode des séries en exclusivité. D'autres, il y a des systèmes de micro-paiement pour lire en avant-première des épisodes avant qu'ils deviennent gratuits. Si on ne peut pas attendre pour savoir si Michel va embrasser Jacqueline. Voilà, mais globalement, c'est quand même, je crois que sur l'ensemble des utilisateurs de la plateforme Naver Webtoon, il y a plus de 75% ont entre 15 et 30 ans. Donc, c'est à l'international, hein, sur les 80 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, c'est vraiment générationnel, ce type de récit. On retrouve aussi beaucoup de contenu type romance,
ce qu'on ne retrouve pas forcément en bande dessinée traditionnelle. Et d'un point de vue créateur, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté épistolaire, jouer sur une narration épisode. Voilà. C'est des choses qu'on avait perdues en bande dessinée du fait du format, de rentrer dans le système de l'impression, l'édition, la distribution. Enfin voilà, ça oblige à faire 48 planches sur une année, etc. Voilà. C'est des process assez longs. Là, chaque semaine, on peut raconter une histoire et avoir immédiatement les réactions de ses lecteurs et de ses lectrices. Et j'avoue que d'un point de vue auteur, c'est assez chouette parce que c'est le but. Enfin, on choisit ses métiers aussi pour raconter des histoires aux gens, quoi. Donc, on retrouve un petit peu la racine du truc comme ça, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'on a vraiment finalement le retour du feuilleton du 19e siècle, comme tu disais, mais avec les technologies du 21e siècle. Ouais. Ouais. Alors, je dois cette observation à ma collègue Ruthil, à qui je fais coucou, scénariste talentueuse qui travaille notamment sur la série Colossal. Mais on l'embrasse très fort. Voilà. Et merci. moi, j'ai une petite question pour toi. Quand tu dis que donc tu livres chaque semaine, enfin vous livrez chaque semaine, il faut que chaque semaine, ça soit un livrable qui occupe 5 minutes de temps de lecture pour les abonnés. C'est-à-dire où c'est 5 minutes, c'est le total de plusieurs semaines. Non, alors 5 minutes, c'est le temps moyen de lecture d'un épisode web. Par contrat, on doit livrer au minimum 50 cases. Alors après, la manière de produire ces cases, dans le webtoon, il y a des manières de travailler compte tenu des délais très courts qui empruntent un petit peu à ce qu'on fait en animation, notamment la réutilisation de cases. Donc, par exemple, un personnage utiliser des plans similaires d'une case à l'autre, mais faire jouer l'expression, une évolution d'expression, parce que ça joue aussi beaucoup sur les émotions des personnages, les dialogues. Voilà, il y a beaucoup l'histoire passe beaucoup par ces éléments-là, donc il faut les prendre en compte dans sa narration, aussi bien dans le dessin que dans l'écriture. Tu peux considérer une case, par exemple, avec un effet sonore, parce qu'il faut le dessiner. Où tu vas jouer avec la lecture est verticale, donc tu vas jouer sur la verticalité avec des effets graphiques d'une case à l'autre. Il y a des tas de choses possibles comme ça, mais globalement, il faut pouvoir compter 50 cases. Voilà, c'est en tout cas sur la série sur laquelle je travaille. Certaines séries, par exemple, plutôt classées humour, comédie, des sketchs, ça va être du 10 cases, du 20 cases, du 30 cases, ça dépend du type de série. Ouais, du format. Après, les blockbusters dans le webtoon vont tourner sur du 80 cases et sont produits par des studios coréens notamment, qui sont organisés comme en animation en fait. Donc avec des lead artistes, ils font de la pré-production et après il y a une ligne avec dessinateurs, storyboard, couleurs, etc. Enfin, voilà. Lettrage, check. Ce qu'on fait, nous, du coup, par défaut, tout seul, plus ou moins, quoi. On reparlera justement de toute cette organisation du travail autour des webtoons dans notre deuxième partie. Mais avant d'en arriver là, je voulais me tourner vers Denis et du coup te demander, toi, quel retour tu as sur l'évolution notamment du droit par rapport à l'exploitation numérique des œuvres. Est-ce que, au-delà de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans la manière dont, avec l'ampleur qu'a pris l'exploitation numérique, soit des nouveaux problèmes qui sont apparus ou finalement des écueils qui semblaient au départ extrêmement compliqués à gérer par rapport au numérique, qui finalement ont été résolus très simplement? Alors, c'est un peu comme souvent en matière de droit des auteurs. Il y a toujours un gros flou sur la question de l'économie et du partage de la valeur. Et je dirais que c'est la principale interrogation qui est la mienne aujourd'hui, tu vois, suite à
à la mise en œuvre, ça date vraiment de 2014. 2014, il y a un accord professionnel qui est conclu entre le syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains, qui est rendu obligatoire et qui ensuite va intégrer la loi. Il va y avoir une loi qui va reprendre cet accord-là et qui va imposer de prévoir dans le contrat d'édition qui est conclu avec chaque auteur du domaine du livre, que ce soit un écrivain de roman, de littérature jeunesse, d'illustrateur, tout ce secteur-là, les éditeurs se retrouvent avec l'obligation de distinguer très très clairement dans le contrat ce qui relève de l'édition papier de ce qui relève de l'édition numérique. Donc on se retrouve avec des contrats qui se mettent à presque doubler de volume à ce moment-là. Alors, ce qui a pu m'être donné de voir, c'est des petits éditeurs qui ne sont pas forcément armés de services juridiques qui ont mis du temps à intégrer le fait qu'il y avait cette distinction fondamentale. Mais dans l'ensemble, on a vu assez rapidement les éditeurs mettre en œuvre leurs contrats. Donc, si vous regardez vos contrats, vous verrez ces deux-là. Si vous n'avez pas une distinction très nette, très claire dans vos contrats, ça veut dire que vos droits n'ont pas été cédés. Quand bien même il y aurait une petite clause et une petite mention qui dit que vos droits ont été cédés, mais qui est mélangée avec le reste, ça n'a pas de valeur. Il faut vraiment une partie distincte et il faut que la rémunération elle soit distincte. Et c'est là où j'arrive au cœur du réacteur, c'est que l'idée du législateur, enfin, l'idée des professionnels à l'époque, puis du législateur qui reprend les accords, c'est précisément de faire un focus et un warning pour les parties au contrat, c'est-à-dire pour les auteurs et pour les éditeurs, quant au fait qu'on est sur deux domaines extrêmement différents entre l'édition papier et l'édition numérique, et que l'idée de distinguer complètement ça, c'est pour appeler tout le monde à bien réfléchir à l'écosystème économique dans lequel chaque droit se retrouve cédé. Et ça, là-dessus, je n'ai pas l'impression que ça a été pris en compte par les auteurs, si tu veux, parce qu'il y a un phénomène qui est assez courant, qui a été pointé du doigt par différents rapports, dont le rapport Racine, d'autres rapports, qui est ce qu'on appelle le contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat où on explique à l'auteur qui reçoit le contrat qu'il est à prendre ou à laisser, qu'il n'est pas à négocier, que c'est un contrat type. On retrouve d'ailleurs beaucoup de contrats d'éditeurs qui ont des conditions générales et des conditions particulières, ce qui psychologiquement fait comprendre à l'auteur, quand il reçoit ça, le fait que, oh là là, des conditions générales, ça veut dire qu'on a interdiction de venir en parler ou d'en discuter. Le problème de ça, c'est que du coup, on élude toute une discussion qui normalement devait avoir lieu sur la valorisation des droits dans deux domaines qui économiquement sont extrêmement différents. Et c'est là où j'ai le sentiment qu'il se passe un enjeu qui mériterait très certainement, là pour le coup, que des syndicats fassent des études ou demandent des études claires au ministère ou au service statistique. C'est que j'ai le sentiment dans les contrats que je vois qu'on propose le même taux entre une édition papier et une édition numérique. Et ça, pour le coup, ça m'interroge, puisque précisément, l'édition papier, c'est un domaine économique qui fait appel à un énorme coût de production pour l'éditeur, puisqu'il y a le coût du papier, il y a le coût de l'impression, du calage machine, il y a le risque des invendus, il y a le coût du stockage, il y a le coût du transport, le coût de la livraison. Donc, c'est quand même des coûts qui sont extrêmement importants et qui expliquent le fait que les taux soient souvent faibles. C'est-à-dire que les éditeurs attaquent les auteurs avec des taux relativement faibles parce que la loi impose de fixer un taux qui est proportionnel au prix payé par le public, c'est-à-dire un taux qui n'a strictement rien à voir avec le fait de savoir si l'éditeur gagne ou pas de l'argent.
C'est-à-dire que l'auteur est payé sur les ventes qui sont faites, indépendamment du fait de savoir si l'éditeur, lui, il se récupère ou pas de tous les coûts que je viens d'énoncer, et que c'est l'éditeur qui prend son risque et que l'auteur n'a pas de risque à prendre. Lui, il a une rémunération qui est directement sur le prix public. C'est ce qui explique historiquement que les éditeurs attaquent les auteurs à 8%, à 8% ou 7% en littérature générale et à 5% en littérature jeunesse. Systématiquement, c'est le discours qu'ils vont tenir à l'auteur, qui d'expliquer, oh là là, mais tu te rends compte tous ces coûts-là. Or, dans l'édition numérique, il n'y a pas ce coût-là. Il n'y a pas de coût d'impression, il n'y a pas de risque d'invendu, il n'y a pas de coût de, le coût de stockage est complètement minime au regard du coût de stockage de palettes de papier. Donc, on pourrait légitimement se poser la question de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas des taux qui sont 2 fois, voire 3 fois, voire même, j'en sais rien, 4 fois supérieurs, et quelle est la réelle économie qu'il y a? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir à un moment des assises, des états généraux, quelque chose qui permette à un moment de faire une comparaison pour tout le monde de ce que représentent les coûts moyens au regard des revenus générés dans l'édition papier et ce que regardent les coûts moyens de regard, parce qu'aujourd'hui, sans ces informations-là, je ne vois pas comment les auteurs peuvent réellement utiliser leur pouvoir de négociation. Il y a une problématique d'éclairage du consentement de l'auteur qui n'est pas là. Ce que je tiens à dire quand même qui est important, puisque là, avec la Ligue, on s'adresse aux auteurs, donc j'en profite pour parler aux auteurs, si tu veux, c'est qu'il y a une disposition qui est assez méconnue dans le Code de la propriété intellectuelle, mais qui est une clause de réexamen, c'est-à-dire que vos contrats d'édition numérique doivent nécessairement prévoir la possibilité d'un réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation numérique. Et ce réexamen, il doit intervenir dans un délai de 4 ans à compter de la signature du contrat et pendant une durée de 2 ans. Alors, ça, c'est une disposition. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'auteurs le sachent. Et une fois que l'auteur le sait, je ne suis pas sûr qu'il sache exactement comment est-ce qu'il fait pour demander la révision de sa condition économique, puisque par définition, si l'auteur n'a pas la data qui lui permet d'appréhender c'est quoi les conditions économiques de l'exploitation, très clairement, c'est assez compliqué. Donc, ça va peut-être être sur ses relevés de compte qu'il va pouvoir voir à un moment et sur ses rééditions de compte qu'il va pouvoir à un moment se dire je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon taux est le même ou une chose comme ça. Donc, ça va être une première chose. Un autre instrument qui vient d'être mis en place là très récemment, c'est tout neuf dans la législation, c'est suite à la directive sur le droit d'auteur de 2019, une directive européenne qui vient d'être transposée dans le droit français. Il y a un mécanisme qui permet de demander une rémunération complémentaire quand l'auteur estime que la rémunération qu'on lui a prévue dans son contrat est exagérément faible au regard de la vie économique de l'œuvre. Donc, ce sont 2 outils qui, à mon avis, aujourd'hui, sont des outils récents, qui n'ont pas été étudiés par les auteurs et qui, je pense, mériteraient très certainement une vraie réflexion de fond. Et là, je m'adresse au trésorier de la Ligue. Je pense qu'il y a très certainement une réflexion intéressante à mener là-dessus, parce que ce sont des outils, on est sur des choses qui sont très récentes, donc c'est normal en fait en même temps qu'on n'ait pas tellement de réponses à ces questions-là, mais c'est des outils qui ont été donnés par le législateur, donc je pense que c'est un moment important que les auteurs en prennent conscience et les utilisent en fait. Voilà. Oui. Donc effectivement, de ce que je comprends, c'est que en faisant la synthèse de ce qui a été dit, c'est qu'on a un secteur qui a émergé il n'y a pas longtemps, sur lequel il y a de nouveaux usages qui sont apparus, avec une énorme consommation de la part des consommateurs, ce qui fait beaucoup de revenus finalement pour les éditeurs qui sont aujourd'hui assez mal répartis entre les éditeurs et les auteurs. Et le fait qu'il n'y ait pas de plateforme ou d'observatoire pour avoir voir la réalité concrète de ces chiffres et pouvoir objectiver la situation,
ça entretient un flou qui n'est pas en faveur des auteurs aujourd'hui. Non. Et j'ajoute qu'une stratégie quand même très différente qui existe en France par rapport, par exemple, aux États-Unis ou à d'autres pays. Si tu reprends les prix Kindle, si vous regardez le prix des ouvrages écrits qui sont accessibles sur Kindle, on est sur un prix qui est quasiment identique au prix du livre papier. C'est un choix qui est fait très clairement, mais qui n'est pas du tout le même que tu peux avoir aux États-Unis, où tu te retrouves à avoir un ouvrage qui est commercialisé 20 dollars aux États-Unis et qui se retrouve à 5 dollars ou 4 dollars en format numérique. En France, il y a eu le choix pour peut-être protéger justement l'édition papier et d'éviter de venir créer une trop grande concurrence, de faire ça. Mais raison de plus par rapport à ce que je dis, c'est-à-dire que non seulement on se retrouve avec un prix qui est le même que le papier, avec des coûts qui sont infiniment moindres, c'est certain, et des taux qui ne changent pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense. Chose, c'est que s'ils avaient voulu, enfin on parle des maisons d'édition, s'ils avaient voulu ne pas défavoriser le papier, ils auraient pu garder le même prix numérique papier, mais donner plus à l'auteur. Ils n'étaient pas obligés de garder tout l'argent par devers eux, sans expliquer comment ils le dépensaient. Oui, mais comme c'est des sociétés commerciales dont, Oui, bien sûr. dont l'essence est de faire de l'argent, il y a et on le voit bien avec les échecs des accords des négociations récents qu'il y a pu avoir là, avec le syndicat national de l'édition, venir croire que les éditeurs pourraient avoir une croyance supérieure dans un intérêt collectif commun, alors qu'en fait, ils sont plongés dans un marché et des croyances collectives qui font que leur objectif est de ramener le plus d'argent possible, y compris à leurs actionnaires. C'est une grande naïveté. Et on a là, je pense, les auteurs ont bien exploré la piste de la négociation collective. Et donc, c'est-à-dire de la croyance en un intérêt supérieur qui fait que les parties d'un écosystème pourraient trouver que c'est quand même intéressant de partager la valeur entre elles. J'ose espérer que là, le législateur comprendra le fait qu'il y a un moment où enfin, voilà, là, il y avait un peu une croyance au Père Noël, à mon sens, à l'idée de se dire qu'on allait avoir des agents économiques qui, uniquement de bonne foi, allaient estimer qu'il fallait qu'ils partagent la valeur, alors qu'ils sont fondamentalement dans un système qui ne les autorise qu'à maximiser leurs profits, parce que c'est le système dans lequel ils sont, et j'ai presque envie de dire, c'est assez normal qu'ils réagissent de cette manière. Il y a un déséquilibre dans la négociation entre les maisons d'édition et les auteurs. C'est le problème. Ils agissent comme s'ils étaient en situation de monopole. Et ils conservent toutes les marges, quoi. Moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. Je ne suis pas dans le milieu, mais en me plongeant dans le sujet et en voyant ce que disent les auteurs aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a peu de marchés qui sont aussi contraints, aussi centralisés, et avec autant de problèmes pour le principal intervenant, c'est-à-dire l'auteur. C'est lui qui crée la valeur quand même. Au final, s'il disparaît, il n'existe plus tous les intermédiaires qui aujourd'hui se remplissent les poches. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Peut-être je peux rebondir sur les pratiques dans le webtoon par rapport au partage de la valeur. Ouais. Donc, il n'y a pas d'existence physique de nos séries. Et les séries sont disponibles gratuitement. Donc, mais il y a quand même une manière de monétiser les séries, c'est un système de micro-paiement. En tout cas, sur la plateforme Naver Webtoon, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est un système de micro-paiement, modèle économique très similaire aux jeux vidéo sur mobile, où on peut débloquer des épisodes qui sont visibles, mais bloqués, donc genre seront publiés dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, une fois que le dernier épisode gratuit est lu, le lecteur ou la lectrice peut débloquer les épisodes à venir en moyennant un micro-paiement de 1 euro, 1,50 €, je ne sais plus exactement. Et en fait, faut savoir que donc les créateurs originaux donc qui sont sous contrat avec la plateforme donc sont rémunérés à la tâche. Ce ne sont pas des avances. Ce sont on
est payé à la tâche, quoi, par chapitre. On a un budget par chapitre. Et ensuite, on a un partage des bénéfices de ces ventes de ce qu'ils appellent le fast pass, donc les ventes, les micro-paiements d'épisodes. Et les pourcentages, ils doivent déduire en fait le pourcentage des intermédiaires qui sont les stores, genre Google Store et Apple Store. Donc eux qui prennent automatiquement 30% sur toutes les transactions, il faut savoir. 30%. Alors, j'ai vu passer un collègue dans le jeu vidéo qui, lui, est confronté à ces questions. C'est un petit producteur de jeux vidéo. Donc, il est confronté à ces questions aussi, lui, pour ses ventes sur ses petites productions. Et il y a eu une évolution, enfin, jusqu'à un certain chiffre d'affaires, ils sont limités à 15% maintenant. Ça a été... c'est très récent, ce changement. Mais jusqu'à présent, voilà, ils imposaient 30% sur toutes les transactions qui passent par les stores, aussi bien Google qu'Apple. Concernant Naver Webtoon, la plateforme où je travaille, étant donné que c'est une plateforme qui a des ventes à l'international, enfin, ils font un chiffre d'affaires colossal mensuellement, je ne sais pas si... Enfin, je doute qu'ils fassent du micro-management de OK, ça c'est juste les revenus pour tel territoire. Enfin, là pour le coup, je n'ai pas l'information. Donc, a priori, ils prennent 30%, en tout cas, c'est ce qu'il nous est dit. Et là-dessus, nous, en tant qu'auteurs, on conserve 30% si ma mémoire est bonne de ces revenus. Donc, le reste va à la plateforme. Donc, sachant que la plateforme, ses frais, c'est des serveurs, c'est une société, c'est une multinationale, hein, c'est un groupe qui a des antennes un peu partout dans le monde. Voilà. C'est pas parce que c'est sur le net que ça coûte pas d'argent. Ouais. Ouais. Non, le digital, c'est pas. On a cette impression, surtout en France d'ailleurs, on a cette impression de gratuité obligatoire. Et d'ailleurs, ça rend difficile le développement de ce modèle des micro-paiements par épisode, alors que sur d'autres territoires, notamment aux États-Unis, c'est rentré dans les mœurs de payer à l'épisode pour avoir des épisodes en avance. Il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Il n'y a pas de notion, non, j'achète du digital. En France, on a toujours ce côté, on a besoin d'acheter quelque chose de physique. Qui est encore très présent, quoi. Voilà, pour le partage d'expérience. Tu gardes bien, Jocelyn, tu gardes bien tous tes autres droits, du coup? Absolument. Donc, c'est un contrat qui concerne uniquement l'exploitation digitale sur certaines conditions, territoires, etc. Et tout le reste nous appartient. Et alors, tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on produit pour la plateforme, il y a vraiment cette relation de production, hein. Ce n'est pas des avances, encore une fois. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec des collègues du SNAC BD à Angoulême. Ils m'ont signalé qu'autrefois, dans la BD, on n'avait pas d'avance aussi. C'est exact? Oui, oui, c'est un paiement à la planche. Voilà. Et donc, ça fonctionne comme ça pour l'instant avec Naver, Webtoon, et je suppose avec les autres plateformes. Eux, ils ont cette relation plutôt achat de contenu, en fait. Et donc voilà, le contenu qu'on fabrique pour eux, après un certain temps, on peut l'utiliser. En fait, il est exclusivement réservé à la plateforme pour un certain délai. Ah, tu as un gel de droits, en fait. Voilà, il y a un gel de droits. Là, tu gardes tes droits, mais tu les gèles, en fait. C'est ça. OK. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est 18 mois. D'accord. Et au bout de 18 mois, si par exemple, tu as envie de faire une édition papier ou une adaptation pour une édition papier, tu peux le faire si tu as envie. Si tu veux faire un dessin animé, tu peux faire un dessin animé. Et même avant ça, on peut dire... En fait, ils sont... en tout cas, pour l'instant, mon expérience,
c'est des gens plutôt orientés business, qui sont ouverts à la discussion. Voilà, ils n'ont pas le côté paternaliste que j'ai déjà vécu quand j'étais plus jeune, hein. Maintenant, j'ai des poils blancs, donc c'est un peu plus compliqué, mais quand j'étais plus jeune, et comme beaucoup de jeunes auteurs, on a un peu cette impression d'être infantilisé par le monde de l'édition, d'être accompagné, voilà, fais ci, fais ça, machin, fais tes Mickey, c'est bon. J'ai jamais eu cette impression-là avec les gens avec qui je discute. Alors après, tout n'est pas rose, hein, il n'y a pas que des trucs positifs, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils sont ouverts à la discussion et en général plutôt positivement, quoi. Eux, leur priorité, c'est vraiment d'avoir leur contenu et que les gens reviennent sur la plateforme, qu'il y ait du trafic, qu'il y ait de l'audience, voilà, qu'ils développent leur job, c'est ça, quoi, c'est développer. Là, en 2 ans, en France, on a passé la barre des 2 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Ils se positionnent un peu comme des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas uniquement que prendre ton contenu pour le mettre à disposition de la plateforme. Il y a un travail un peu d'éditorialisation, c'est-à-dire de mise en avant. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est ça aussi qui change radicalement. Alors peut-être Thomas, on est peut-être déjà en train d'empiéter là sur le webtoon, donc peut-être que tu veux qu'on en parle après, mais je trouverais intéressant qu'on discute de ça par rapport au webtoon parce que ça pose la question du coût de la promotion, du coût de la commercialisation. C'est comment est-ce que l'œuvre trouve son public? Et historiquement, il y a toujours eu un intermédiaire qui mettait de l'argent pour ça. Est-ce que c'est toujours le cas et comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là en fait? Alors, de mon expérience, le côté marketing, tous les créateurs doivent mettre la main à la pâte et avoir leur communauté sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont une grosse communauté, bah, en général, vont générer du gros trafic, surtout les gens qui dessinent, pour le coup. Et donc, ça veut dire double travail, hein, parce qu'il y a le travail de création permanent pour produire ces épisodes, ces séries. Et en même temps, il faut être en permanence sur les réseaux pour dire hey, coucou, le nouvel épisode va sortir bientôt, attention, attention, tu seras là demain, que va-t-il se passer? Interagir avec les gens qui posent des questions sur les réseaux. Enfin voilà, j'ai vécu ça au cours de la première année et j'avoue que c'était un petit peu intense. Mais voilà, ça fait partie des dynamiques. Ensuite, une chose très importante, c'est les algorithmes de la plateforme. Donc, ils fonctionnent comme tout ce qui est digital, comme beaucoup de plateformes de ce type, comme Netflix, je dirais. Il y a le principe d'algorithme qui fait que les gens vont voir popper sur leur écran des séries qui correspondent à leur goût. Donc du coup, les séries sont catégorisées. Et si on aime bien la romance, ben on va voir souvent des nouvelles séries de romances apparaître parce que ça va nous donner envie d'en lire plus et donc de générer plus de trafic. Et donc, eux, ils sont contents puisque l'objectif de la plateforme, encore une fois, c'est générer du trafic et montrer qu'il y a des vues et voilà, faire que les séries deviennent populaires comme ça, quoi. Ouais. Ça se rapprocherait pas un petit peu pour faire un parallèle avec l'univers du jeu vidéo, des modèles freemium un petit peu? Absolument, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Vous apportez du contenu gratuit et vous donnez envie en fait à l'utilisateur de mettre de l'argent pour en avoir plus, petit à petit. Alors, la plateforme l'apporte gratuitement. Après, une partie des créateurs, les créateurs sous contrat sont rémunérés. Il y a beaucoup de créateurs qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire qui publient bénévolement leur contenu plus ou moins professionnel, hein. C'est l'occasion pour les jeunes auteurs de se faire les dents, en fait, et qui vont éventuellement avoir des partages de bénéfices, de recettes publicitaires, qui vont avoir des petits bonus selon le nombre d'abonnés que leurs séries vont générer, avec des seuils à 5 000, 10 000 abonnés, etc. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, voilà, il y a toute une alchimie comme ça. Une fois par an, ils vont faire un concours pour faire gagner les meilleures séries amateurs et les transformer en professionnels.
Donc, il y a vraiment une approche communautaire de ce type de plateforme. Et tous les concurrents fonctionnent de la même manière. Leur principal concurrent en Corée s'appelle Kakao. Leur filiale qui arrive en Europe s'appelle Picoma. Donc, c'est une marque de ce groupe Kakao, notamment qui publie la série Solo Leveling, qui a été un gros carton l'année dernière en livre. On en parlait tout à l'heure par rapport à la question digitale et livre, quel impact. Et on a une plateforme en Europe qui appartient au groupe Média Participation qui s'appelle Webtoon Factory, qui est affiliée à Dupuis, donc gérée par une équipe française. Voilà, voilà, toutes les plateformes essayent de créer leur communauté comme ça, et suivre ce modèle freemium, plus ou moins, avec quelques différences d'une plateforme à l'autre. Et est-ce que est-ce que les auteurs, ils peuvent négocier en fait ces avantages ou ces contreparties avec la plateforme, ou est-ce que c'est imposé par la plateforme la signature? Je pense, enfin, moi, je n'ai pas vu énormément de champs pour la négociation. Ouais. Après, si tu arrives avec une énorme communauté et que tu as déjà prouvé que tes séries cartonnaient sur la plateforme, je suppose que tu es plus en position de négocier parce qu'éventuellement, une autre plateforme pourrait te faire une meilleure proposition. Donc, on revient à ce type de dynamique qui est typique en fait de toute industrie, quoi. Ok, merci. Et face à ce gros succès du Webtoon, on a reçu plusieurs questions des adhérents dans la préparation de cette émission-là. Et l'une d'entre elles était un peu… elle est droite au but. Elle est est-ce que le Webtoon va tuer la BD traditionnelle? Non. Non, la réponse est non. Tout le monde peut survivre. Non, en fait, c'est même le contraire. Exemple très concret, l'année dernière, en 2021, dans le top 10 des meilleures voix de manga, affiliés manga, 3 des ouvrages étaient l'adaptation d'une série webtoon qui s'appelle Solo Leveling, faite par une filiale de Delcourt, K-Books. Et sur 3 volumes, ils ont vendu 270 000 exemplaires en un an, ce qui est énorme. Si j'ai bien compris, l'industrie du papier n'étant pas aussi performante qu'il fut un temps. Mais, et même des petites séries avec des petits éditeurs plus ou moins indépendants arrivent facilement à des… j'avais vu un article sur BFM en septembre, le site BFM, qui s'intéressait au sujet, parce que Solo Leveling avait d'un seul coup cassé la baraque en termes de vente papier, et donc d'autres séries étaient entre 10 et 20 000 exemplaires par volume. Et c'est toutes des adaptations de séries qui ont déjà été diffusées gratuitement, bien souvent sur des sites pirates, il faut le savoir, puisque les séries Webtoon n'ont pas été immédiatement disponibles sur des sites officiels. Il y a eu d'abord évidemment beaucoup d'adaptations pirates non officielles par des fans, des sous-titres de fans, etc. Enfin, des lettrages, traductions, je ne sais plus comment on appelle ça. Des fan trad, voilà. Des scantrad peut-être ou Scantrad, ouais. Non, c'est pas du scan du coup, puisque c'est digital natif. Mais ce qui est intéressant donc de voir, en tout cas moi mon analyse, c'est le Webtoon ne s'adresse pas du tout aux gens qui achètent de la BD à la base. Il s'adresse à une nouvelle génération qui bien souvent n'achète pas forcément de la BD, et par contre qui va venir acheter l'adaptation livre, l'objet adapté de son webtoon préféré. Et par ce biais, découvrir le monde de la BD éventuellement. Ça, c'est mon côté optimiste. Hein, mais je pense que, bien au contraire, le webtoon est une manière de renouveler le lectorat vieillissant de la BD qu'on est tous,
et apporte une nouvelle génération du 109, aussi bien côté lecteur, lectrice que créateur et créatrice. Parce qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs qui arrive aussi. J'ai beaucoup de collègues qui ont à peine la vingtaine, ou peut-être même sont plus jeunes, sont encore étudiants et qui ont déjà signé des créations originales ou qui sont sur Canvas et qui font leurs armes en fait en tant que raconteurs d'histoire, dessinateurs ou scénaristes. Et vraiment, pour moi, c'est juste une pierre de plus à la couronne, quoi.